Emmanuel Milimono au Niger, la CEDEAO dément, parce que justement c'est le dernier message que j'ai lu est en rapport avec ça. Donc la CEDEAO dément toute proposition de durée de transition. Oui, on a vu hier ce communiqué de la commission de la CEDEAO justement qui tenait à recadrer les choses, à démentir d'ailleurs formellement, parce qu'il semble que l'AFP aurait traité une information selon laquelle la CEDEAO aurait trouvé un accord à travers Tinibou, oui, le président en exercice, aurait trouvé un accord sur une durée de transition de 9 mois avec la junte nigérienne, ce qui vraisemblablement n'était pas fondé. Et on a vu donc hier ce communiqué de la CEDEAO qui a rappelé que à aucun moment ils n'ont cédé sur une quelconque durée de 9 mois avec la junte nigérienne et que les revendications de la CEDEAO restent les mêmes. Elle continue donc à demander le retour immédiat à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Donc c'était une précision assez importante adressée notamment à certains médias qui avaient relayé ces informations que la commission de la CEDEAO a estimé étant comme des fake news. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la posture de la CEDEAO vis-à-vis du Niger, surtout que sur le continent, il y a le Gabon qui nous a en tout cas fait oublier durant quelques jours la situation au Niger. Oui. On a les attentions tournées pour l'instant sur le Gabon. L'Union africaine elle-même, elle est concentrée sur le cas le plus récent. Et d'ailleurs, le Niger lui-même avait fait aussi oublier le Mali, le Burkina et la Guinée pendant un moment. Donc, quelle est la posture aujourd'hui de la CEDEAO dans la crise au Niger? On n'en sait pas beaucoup de choses. Toujours est-il qu'il n'y a toujours pas retour à l'ordre constitutionnel. Mohamed Bazoum n'est toujours pas libéré. Et l'intervention militaire de la CEDEAO, on voit de moins en moins de traces. Les pistes ont tendance à se flouer devant nous. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations sur cette posture, même si cette durée de transition de 9 mois est démentie. Elle rappelle quand même le fait que le président de la junte nigérienne, lui, avait annoncé déjà que la junte partait sur une transition de 3 ans. Maintenant, où en sont-ils avec la CEDEAO dans le cadre donc des négociations, des échanges autour du délai du retour à l'ordre constitutionnel? Mais ce communiqué hier, en tout cas de la Commission de l'Union africaine, rappelle, nous fait croire en tout cas qu'il n'y a pas de possibilité de négocier un quelconque calendrier sur le retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui va être fait, c'est que Mohamed Bazoum doit être rétabli. Il y a déjà quelques semaines que le coup d'État, lui, continue à s'ancrer, à s'installer progressivement. Donc on observe, on attend de voir la suite. Oui, merci Emmanuel pour justement cette précision. Talibé Bari, le communiqué, il est en anglais. Je n'ai pas envie de traumatiser nos auditeurs en le lisant. Mais ce qui est sûr, ça veut dire que la CEDEAO pour l'instant ne fléchit pas, parce qu'elle n'adhère pas encore à l'idée d'une transition, quelle qu'en soit la durée. Et dans le même temps, il n'y a pas encore d'intervention militaire. Peut-être les sanctions économiques continuent tout de même. Oui, en tout cas, rumeur ou information, parce qu'on a justement vu une dépêche de l'AFP, qui a donné ce pétard mouillé, en tout cas aux médias qui l'ont publié, parce que ce serait une sorte de suicide pour la CEDEAO de faire rétropédalage de la sorte en affirmant que voilà, on accepterait 9 mois de transition. Je pense qu'il vaut mieux laisser, dans ce cas, la junte conduire implicitement une transition dont elle décidera de la durée que de faire machine arrière de la sorte. Parce que, ici, on l'a dit et d'autres aussi, mieux avertis l'ont dit, peut-être que entre du ni Bazoum et du ni CNSP, il faut envisager une transition que conduirait un gouvernement indépendant, un président civil. Un président civil. C'est peut-être, disons, ce qui sauverait la face à la position radicale de la CEDEAO et à la position radicale de la junte qui entend tout sauf l'idée justement du retour de Bazoum au pouvoir. Donc aujourd'hui,
pour quelques jours, l'actualité au Gabon a éclipsé la crise au Niger, mais cela ne prendra pas assez de temps. Dès ce lundi, et certainement, et c'est déjà le cas à travers cette information démentie par la CEDEAO, le Niger va toujours continuer à occuper nos esprits parce que de ce côté, il y a le cas par exemple de l'ambassadeur de France dont on a vu une lettre du ministère des Affaires étrangères qui désormais opte pour une expulsion de l'ambassadeur. Est-ce qu'elles s'y mettront et quelle pourrait être la réaction de la France de ce point de vue? Mais la CEDEAO reste toujours, en tout cas, dans le viseur de ceux qui considèrent qu'elle joue aujourd'hui plus que jamais sa crédibilité et même sa survie par rapport à la crise au Niger. Donc, l'idée d'une intervention militaire, selon ce que l'on apprend, relayé par beaucoup de médias, est encore sur la table. On travaillerait à mettre en place les différents bataillons que les pays doivent pouvoir déployer dans le cadre de cette intervention. C'est dire que c'est une grosse épine que la CEDEAO encore à la plante du pied, ouais, et qu'il faut qu'une solution soit trouvée à cette crise parce que, comme on l'a dit, la démocratie et les démocrates n'ont pas intérêt à ce que cette gente que Lincoln appelle terroristes, parce que c'est des terroristes d'État qui ont évincé un président démocratiquement élu qui en était à peine à 2 ans de son premier mandat. Donc il faut franchement qu'une solution soit trouvée à cela et que peut-être, comme je l'ai dit, on se résigne à faire sans Bazoum, mais aussi sans ce CNSP, sans ce général Tiani, sur qui des informations, sur qui l'on a vu beaucoup d'accusations. Tous ces militaires qui prennent le pouvoir, que ce soit au Niger ou au Gabon, et qui prêchent justement les bonnes vertus, ont souvent la refondation, ont souvent des cadavres dans leurs tiroirs et ont appartenu au système. Et ils sont riches Ouais. pour la plupart, comme Crésus. Ouais. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on sauve l'essentiel, qui est la démocratie au moins, qui permette, parce que c'est un système qui permet au peuple d'aller voter et de désigner des dirigeants et qui peuvent être sanctionnés au bout de 5 ans de mandat si justement ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations. Et pendant ce temps, chaque jour que Dieu fait, Tiani se conforte dans son fauteuil de président. Il est rassuré qu'il va faire sa transition. Il prend des décisions. Donc il menace d'expulsion l'ambassadeur de la France au Niger et tous les autres. Et vous avez le Burkina à côté qui donc décide à l'Assemblée d'envoyer un contingent auprès du Niger pour défendre toutes sortes d'attaques venant des pays de la CEDEAO. Oui, Lincoln Souma. Est-ce que la CEDEAO avait intérêt justement à démentir ces rumeurs? D'autant plus que quand même le communiqué, hein, Emmanuel, c'est vrai qu'il y a une signature là-dessus. Le communiqué est en anglais. Il y a une signature justement au bas de la lettre, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom sur le document. Oui, quand j'ai vu le document hier, c'était quand même... c'est comme un rêve, mais rapidement tout a été corrigé puisque la CEDEAO a fait un démenti. J'ai une version qu'on m'a envoyée ici, revêtue donc en tout cas du sceau commission de la CEDEAO. Okay. C'est un communiqué qui vient de la commission de la CEDEAO. Tout en bas. Oui, la traduction qui en a été faite en français. Que j'ai ici dit fausse proposition de transition pour le Niger. L'attention de la commission de la CEDEAO a été attirée sur un rapport, sur un calendrier de transition proposé par la CEDEAO pour le Niger. L'information en français est prétendument relayée par l'AFP est fausse et devrait être traitée comme une fausse nouvelle. La demande de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est claire. Les autorités militaires du Niger doivent rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel en libérant et en réintégrant son Excellence Mohamed Bazoum. Voilà, son Excellence le président Mohamed Bazoum. Ok, donc ça c'est la traduction en français. Oui, ça c'est juste la réaction de la CEDEAO. Mais Ouri, en même temps qu'on pense que le général Tiani est en train de conforter sa position, en même temps,
le Niger est gagné par beaucoup de crises. Ça crie aussi. C'est-à-dire, ce que nous parce voyons que juste, les différentes c'est sanctions... des simples soutiens qu'on est en train de filmer sans pour autant donner la chance à d'autres qui sont contre le coup d'État de s'exprimer. Et depuis quelques jours, il y a même un scandale financier qui éclabousserait le général Tchiani, puisque on a retrouvé sur le compte de sa femme au moins 18 milliards de francs guinéens. De francs CFA alors. Francs CFA, dont 8 milliards de francs guinéens, dont 8 milliards auraient été versés par un ancien proche, un homme d'affaires proche de Issoufou, qui serait même de la délégation venue à Conakry rencontrer la junte au pouvoir au palais en Guinée. Donc tout cela est en train de sortir. Pendant qu'on est en train de crier au nom de la France par rapport au retard du pays, on se rend compte qu'il y a des Nigériens qui ont dirigé ce pays, il y a des militaires nigériens qui ont des multimilliards de francs CFA sur leur compte au détriment de la population qui est en train de souffrir. Alors, on met la France devant. Pendant ce temps, ceux qui sont en train, en tout cas, de se blanchir sont ceux-là même qui sont à la cause du retard de la France. Aujourd'hui, beaucoup questionnent même l'implication, pourquoi pas, du président Issoufou, parce que pour la plupart des gens, Issoufou serait le patron de cette crise. Mais aujourd'hui, le réveil peut être peut-être tardif, mais le Niger va comprendre tôt ou tard ce qui est en train de se passer. C'est que la CEDEAO ne va pas lâcher prise, surtout avec l'expulsion annoncée de l'ambassade de France. On va suivre l'actualité, mais ce qui est sûr, ce pays est en crise, ça ne va pas, et les jours à venir, qui sait ce qui pourrait arriver. Bien, merci Lincoln pour cette analyse. Oui, Mamadou Baldé là-dessus. Oui, dans les jours précédents, il y avait déjà une annonce par rapport à la tenue d'un dialogue national et à une idée d'une durée de la transition n'excédant pas 3 ans, mais ça n'avait pas beaucoup été commenté au Niger. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la situation politique au Gabon actuelle, c'est-à-dire le coup d'État intervenu au Gabon, renforce justement le président Tinubu et la CEDEAO dans leur décision de vouloir arrêter, stopper justement ces coups d'État, même si le Gabon, nous le savons, n'est pas dans la même ère géographique, mais aujourd'hui, il est quand même reconnu et convenu par tout le monde. Et les coups d'État sont devenus une préoccupation internationale. La CEAC, qui est l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale, qui n'est jusque-là pas prononcée sur le coup d'État au Gabon. Je crois que c'est fait maintenant. Bon, il y a le Tchad qui s'est prononcé. Ça ne nous étonne pas. Et il y a le Tchad qui s'est prononcé et qui a demandé une réunion de la CEAC. Mais l'institution elle-même ne s'est pas encore prononcée. Sur le coup d'État. Non. Ok, oui. C'est dans ces traditions, donc ça ne nous étonne pas si elle ne prend pas les devants et voilà, elle ne se prononce pas. Pour moi, c'est un non-événement. Alors, pour revenir au cas du Niger, alors, je pense que la CEDEAO a encore les cartes en main. Et elle aura le dernier mot parce que aujourd'hui, l'option militaire de l'intervention militaire est encore sur la table, mais aussi la CEDEAO n'est pas obligée de nous dire minute après minute ce qu'elle est en train de faire, parce qu'il y a aussi l'effet surprise qu'elle pourrait en tout cas utiliser pour intervenir à tout moment. Si les regroupements sont en train, des bataillons qui doivent participer à l'intervention sont en train d'être faits dans les différents pays contributeurs, je pense que c'est l'essentiel. Il faut faire le travail sans faire du bruit. Je pense que l'essentiel c'est l'efficacité. Le moment venu, lorsque la CEDEAO décidera d'intervenir, qu'elle intervienne avec précision et que l'objectif en tout cas soit atteint. C'est le plus important, c'est l'efficacité qui est recherchée. Alors, je pense que pour ce qui est du reste des... Donc, le communiqué de la CEDEAO, c'est pour montrer qu'elle n'a pas capitulé. Absolument. Qu'elle n'a pas encore reculé, puisqu'on disait qu'elle proposait finalement une durée de la transition. C'est pour dire qu'elle reste encore sur sa ligne. Exactement. C'était important pour que la CEDEAO précise cela. Parce que nous savons le contexte dans lequel nous sommes avec les fake news, tout ce qui se dit sur la toile. Donc il fallait préciser ça. Je pense que cela est extrêmement important. Maintenant, pour les agitations des militaires au niveau de Niamey ou des populations, soi-disant des gens qui manifestent pour soutenir, mais on verra bien avec la cherté de la vie qui va continuer au Niger avec toutes ces sanctions économiques-là, les salaires qu'il faut payer et puis ce bras de fer avec la France. Je pense que au bout de quelques temps, les militaires vont se rendre compte de la réelle politique et ils finiront par céder. Bien. Oui, Bassekou là-dessus. Non, même si c'était une transition
de 6 mois que le colonel Tiani avait proposé à la CEDEAO, ça ne pouvait pas passer parce que les conditions, les raisons qui ont été évoquées par cette équipe de pushistes pour déloger Bazoum ne sont pas valables. De Mamadou Soufou à Bazoum, où ils étaient, avec l'avancée des terroristes dans le nord du pays, s'il y a un pays aujourd'hui en Afrique là où le terrorisme sévit de plus et que ça fait des ravages en termes de pertes en vies humaines, de dégâts matériels, c'est bien le Niger. Il y a une bonne partie du territoire qui se trouve aujourd'hui dans les mains de ces militaires. Donc en réalité, la CEDEAO ne peut pas se renier face aux engagements qu'elle a déjà pris devant la communauté internationale. C'est de rester ferme, c'est de travailler sur toutes les options diplomatiques, mais aussi les pressions politiques pour amener ces militaires-là à rendre le pouvoir. Mais l'option militaire, même si je suis contre, n'est pas du tout écartée parce que les chefs d'État aujourd'hui sont en train de travailler à ça. Moi, je pense que les militaires qui sont au pouvoir doivent comprendre aujourd'hui qu'en réalité, ils ne sont pas sur la bonne voie parce qu'ils ont ouvert beaucoup de fronts. En plus de la CEDEAO, il y a des contestations à l'intérieur, même si ces contestations sont étouffées, mais il y a des acteurs très importants qui ne sont pas d'accord contre la tenue de cette transition. Mais vous avez aussi certaines puissances étrangères, vous avez la France, les États-Unis, l'Allemagne, et puis un certain nombre de pays très influents dans la sous-région aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec cela. Et puis vous avez aussi cette pression aussi de la dette extérieure du Niger et les difficultés à pouvoir tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont fixés en termes de prévision budgétaire. Ce qui est en train d'être fait, le colonel Tiani est en train de procéder à des changements aujourd'hui majeurs dans l'armée. Bien. Il est en train de faire des nominations, mais la réalité est qu'il ne pourra pas tenir longtemps face à toute cette pression parce que je rappelle d'ailleurs que les institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ont tous gelé leur soutien au Niger parce que le coup d'État du Niger, de mon point de vue, c'est un coup d'État qui n'a pas de sens. Parce que quelqu'un l'a rappelé, Bazoum n'était même pas à la moitié de son premier mandat. Il a été délogé par des gens pour, dit-on, l'avancée du terrorisme dans le Nord. Alors qu'en réalité, ils étaient là, ils n'ont rien fait par rapport à tout ça. Et le président Tinibou, on le sait très bien, il est très engagé sur cette voie. Et il y a des présidents aujourd'hui très influents au niveau de la CEDEAO, notamment le président de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, Macky Sall, aujourd'hui, qui sont sur la même longueur d'onde. Et en réalité, le dernier mot reviendra à ces présidents lors de la prochaine réunion des CEDEAO, qu'ils comprennent que ça ne va pas durer. Parce que les raisons qu'ils ont évoquées, encore une fois, ce ne sont pas des raisons tenables. Il faut qu'ils cèdent le plancher. Comme Talibé l'a dit, c'est vrai que la CEDEAO ne doit pas continuer de rêver. On ne peut pas rétablir Bazoum dans ses droits. Mais tout qu'on fait, on ne peut pas laisser le CNSP aussi s'installer. Parce que si ça prospère, ça veut dire que la CEDEAO est définitivement enterrée et que toutes les institutions, et que c'est la porte ouverte désormais au coup d'État pour la confiscation du pouvoir en Afrique, dans toutes les régions aujourd'hui de l'Afrique, que désormais, ce sont les coups d'État. Il faut ranger les partis politiques, il faut intégrer l'armée, parce que c'est le message là, justement qui est envoyé. Et c'est ce qui est mauvais. En ce moment, c'est ça, vive les rébellions. Oui, mais alors, mais c'est ce qui est mauvais surtout. Voilà. Lorsque les gens décident de conquérir le pouvoir par des voies, par les urnes, et qu'il y a cette substitution des urnes par les armes et qui est en train de prendre le dossier aujourd'hui. D'autres vont prendre les armes. Ça fait peur. Et ça s'appelle la rébellion. Oui, Diarra Guirassy, tout simplement. Oui, on y va là-dessus. Tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, il y aura également des coups de force militaires. Et il y aura aussi des rébellions armées. Et c'est comme ça que ça va se passer. Pour le continent. Tant qu'on ne pose pas le débat. Le continent maudit. C'est ça qu'il faut dire. Finalement. Malheureusement, ouais. c'est peut-être notre péché mignon. Ouais. Je pense que ça va continuer ainsi. Mais aujourd'hui, le nœud gordien du problème qui s'impose, vous savez, par rapport à toutes les crises qui s'imposent à travers le monde, on assiste à une guerre informationnelle. Puisque les États ont compris que pour remporter justement la guerre, il faut peut-être faire face à une guerre, il faut rentrer dans une guerre informationnelle. C'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe ou c'est ce qui
s'est passé dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Nous avons vu des informations distillées de part et d'autre et chacun de son côté essaye d'inonder les réseaux sociaux avec des fausses informations et malheureusement les journalistes que nous sommes, nous tombons le plus souvent dans ces pièges et c'est ce qui est arrivé malheureusement à l'AFP qui est quand même une grosse agence à travers le monde qui se fait démentir par la CEDEAO. Mais encore une fois, la guerre informationnelle autour de cette situation, il faut le dire, pour le moment est en faveur du Niger puisque les informations le plus souvent que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, c'est en faveur des militaires et pas pour autant. Pour moi, il faut que la CEDEAO essaye d'accorder le même package qu'elle a accordé aux autres pays en transition pour pouvoir justement éviter des problèmes parce donc que... elle accorde la même chose aux gars du Niger? Oui, bien sûr. Pour moi, ils n'ont aucune raison de coup d'État, aucune motivation. Pour moi, le coup d'État est déjà fait. Ils ont juste pris le monsieur en otage, il n'y a aucune raison. Je ne dis pas le contraire. Ouais. Maintenant, pour moi, ce qui est fait. Il faut leur accorder le même package que les autres pays. Et demain, ce sera en Sierra Leone, ce sera dans d'autres pays. On va dire qu'il faut les laisser continuer et les militaires en conquérant vont prendre toute la CEDEAO. Oui, parce que c'est en fait, la CEDEAO ne s'attaque pas au vrai problème. Tant que la CEDEAO ne s'attaque pas à la source. Mais elle commence à faire sa mue. Mais après, elle commence à prendre conscience. Mais dans le même temps, les militaires continuent à prendre le pouvoir. Croise les bras tant que les présidents démocratiquement élus tripatuent la constitution pour se maintenir au pouvoir, la CEDEAO ne fait pour autant rien. Et bien. Après, quand il y a des coups d'État, vous demandez à intervenir militairement. Je pense que cela n'est pas réaliste. Bien. Il faut s'attaquer au problème dès la base. C'est très important. Et après, espérer, pourquoi pas, résoudre le problème. Mais en tout cas, vous vous attaquez aux conséquences alors que les causes, vous ne vous attaquez pas, sont là. Bien. Je pense que ça ne va pas donner gain de cause. Merci Gare Girassi. Emmanuel Minimou, pour terminer là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle la CEDEAO se trouve au Niger rappelle un peu le schéma dans lequel l'armée américaine s'est retrouvée en Afghanistan et en Irak. On s'embourbe, on ne veut pas reculer, mais on a du mal à avancer quand même. Il faut être pragmatique. Ne pas continuer à exiger le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir, parce que exiger son retour au pouvoir voudra dire qu'il va falloir l'arracher des mains de la junte. L'arracher des mains de la junte supposera peut-être que des armes parlent, et cela, on ne le souhaite pas, peut avoir des conséquences négatives, même pour Bazoum lui-même. D'un autre côté, vous avez une junte qui continue quand même à se déployer, à s'installer progressivement. À se conforter au pouvoir. Pendant que vous préparez votre opération militaire, elle est en train de s'installer dans son pays, elle est en train de prendre le contrôle de ce qui est important. À un moment, il va falloir faire preuve de pragmatisme. Ce pragmatisme, pour moi, c'est avoir le courage de dire « Ok, nous parlons avec vous de chronogramme ». Parce que le pouvoir, il appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce souverainement. Et aujourd'hui, ce qui doit être fait dans l'intérêt du peuple nigérien. Le pragmatisme voudrait que, soit comme l'a dit Talibé, on trouve une fenêtre dans laquelle on échange avec la junte pour dire nous accordons une telle durée de transition, à condition que ça soit dirigé par un civil, comme on l'a fait du côté du Mali, parce que quand Ibeka était renversé, il n'avait pas fini son mandat, et il n'avait pas entamé de troisième mandat non plus. Donc c'était la même chose. Mais on a quand même ouvert cette opportunité au Mali d'avoir une transition dirigée par un civil, même si après Assimi Goïta a repris le dessus. Mais on peut ouvrir cette brèche déjà pour couper la poire en deux. Il y avait des contestations dans la rue. Pour couper la poire en deux. Il y avait des prémices. Oui, mais ce n'est nullement le cas au Niger. Voilà pourquoi toujours les gens continuent à dire que c'est un coup d'État foutaise qui n'a aucun fondement, qui n'a aucune motivation, qui n'a aucune justification. D'accord, rien d'autre que l'instinct de survie du patron de la garde présidentielle. Oui, et aussi une autre raison qui serait tout simplement communautaire, et en tout cas ça dépend de la réalité sociologique du Niger. Bref. Mais il est fait, oui. Quelles que soient les explications qu'on peut donner à ce coup d'État, ce qui est sûr, il est fait. Donc il faut l'accepter. La réponse aujourd'hui doit être apportée au problème. Bien. Ce n'est pas de continuer à regarder, non, le coup d'État s'est fait dans telles conditions, on a évoqué tel discours qui est un faux discours. Bien. La question n'est plus là. Le coup d'État, il est là, il faut y faire face. Et si on continue à se tirailler, donc le communiqué celui qui gagne en
de la CEDEAO, c'est pour dire que pour l'instant, elle n'a pas fléchi. Et c'est clair, c'est vrai, sinon elle aurait fait un communiqué elle-même pour dire qu'on est convenu de telle durée avec la junte par rapport à tel plan, comme ça a été le cas en Guinée, comme ça a été le cas au Mali. Bien. Ce n'est pas le cas encore, c'est bien de démentir cela, mais après il faut qu'on sorte de cette situation de surplace où on n'avance pas, on ne recule pas. Pendant ce temps, celui qui gagne en temps, c'est la junte. C'est la junte au Niger, notamment Tchani et ses hommes. Merci pour cette analyse, Emmanuel Milimono.